CRTV News, ici, toute l'info. Bienvenue à tous, c'est le temps de l'information bilingue sur la CRTV. Il est 12h à Yaoundé. Bonjour Diane Gassa. Good afternoon, Doudou Nicole. D'abord les titres de cette édition. Today marks exactly 25 years since Cameroon became a member of the Commonwealth of Nations. To discuss Cameroon-Commonwealth relations, our guest is the Minister of Commonwealth, Felix Mbayo. He will be interviewed in this newscast by Charles Abune. And over 234 startups are meeting in Kribi today for the National Forum on Innovation and Emerging Technology. This year, several projects are in competition, and the best digital lady will be awarded a special prize. The promoter of the event, Jacques Bonjao, will be our guest in this newscast to talk about the initiative. And the non-respect of COVID-19 barrier measures is alarming in the nation's capital city, Yaoundé. While most inhabitants now ignore the wearing of face masks in public places, taxi drivers on their part defy the law by overloading passengers in their vehicles. Ignorance, denial or defiance get the answers in this newscast. And our feature story this Friday is taking us to visit Campo in the south region of Cameroon. Created in 1961, the small town is a unique gift of nature as it offers a variety of touristic attractions. Don't you miss this beautiful discovery towards the end of this newscast. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Vous faites bien de rester sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci de nous accueillir chez vous. En ouverture de cette édition, nous parlons du respect des mesures gouvernementales contre la pandémie de la COVID-19 au Cameroun. Relâchement observé au sein des populations depuis quelques temps. Cas d'école, le secteur du transport urbain où la surcharge des passagers refait surface à Yaoundé. Confirmation dans ce reportage signé Joël Igor à Banda. Des taxis en surcharge, l'image est récurrente dans la ville de Yaoundé. Elle est même devenue normale pour les usagers. Ce vendredi matin, la plupart des taxis sont pleins à craquer. Les taximens transportent 5 passagers au lieu de 4. Je vous en prie, exceptionnellement, est-ce que vous croyez que quand il y a déjà un embouteillage et tout comme ça, je comprends, je sais. Et pourtant, la surcharge est interdite bien avant la pandémie de la Covid-19. Elle est même sanctionnée par une amende de 25 000 francs CFA par passager en surcharge. Avant, on le faisait, mais depuis le confinement, on nous a interdit de ne plus surcharger. Je ne le fais pas parce que c'est interdit. Surcharger, c'est une contravention de 4e classe. Vous payez autant de passagers surchargés, autant on paye l'amende. Depuis quelque temps, les mesures barrières contre le coronavirus dans les taxis ne sont plus respectées. En dehors de la surcharge, les conducteurs n'exigent plus le port du masque à leurs passagers. Remédier au désordre urbain qui tend à s'installer à Yaoundé, tel est le défi du maire de la ville qui a entrepris une tournée à travers les arrondissements de la cité capitale du Cameroun. Luc Messi Atangana a échangé avec les populations de Yaoundé de 5 et 6 lors de sa descente sur le terrain. Les constats de notre reporter Michel Renaud au Hanja. Les visites d'échange engagées par le maire de la ville de Yaoundé dans les communes d'arrondissement sont d'un enjeu majeur. C'est le cas dans la commune de Yaoundé 2, où l'entretien entre le maire Luc Messia Tangana et les populations portait sur les questions liées au respect des règles d'urbanisation. Comme il a dit, il est non seulement le maire de cette commune, mais également le maire de toutes les communes de la ville. Nous saluons vraiment cette initiative et il a eu à faire des recommandations. Dans l'arrondissement de Yaoundé 5, les questions sur l'environnement ainsi que le projet d'embellissement de la ville de Yaoundé sont restés au centre des échanges.
L'action de lutte contre l'insalubrité dans la commune de Yaoundé 5 va s'étendre. Nous avons déjà engagé la construction des toilettes publiques dans des carrefours. Nous en sommes à la 3e. Et nous allons continuer parce que la vision de Yaoundé 5, c'est de doter chaque carrefour des toilettes publiques. À Yaoundé 6, le maire a sollicité l'accompagnement des populations dans tous les projets visant le bien-être. D'ailleurs, un important matériel d'assainissement a été remis à cette commune pour les campagnes d'hygiène. Parlons de la vie des grandes écoles au Cameroun. Le temps de l'année académique 2020-2021 est donné à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. La pandémie du coronavirus a un impact sur le mode de dispensation des cours là-bas. Du coup, l'administration procède à des ajustements nécessaires pour la réussite de l'année académique. La rentrée académique était marquée par la leçon inaugurale du professeur Emmanuel Ouonou en présence du docteur Daniel Urbain Ndongo. William Badi, reportage. Rentrée académique effective ce 11 novembre à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, IRIC. Dirigeants, enseignants, étudiants, y compris les stagiaires diplomatiques et protocolaires nouvellement admis à l'Institut, presque tout le monde était au rendez-vous. Pour le docteur Daniel Urbain Ndongo, qui a pris les rênes de l'établissement le 16 juillet dernier, il place l'année académique 2020-2021 sous le signe du succès. Il s'agit de faire une adéquation formation-emploi, de telle manière que les étudiants qui sont diplômés de l'Institut puissent, n'est-ce pas, avoir accès au marché de l'emploi très facilement. La leçon inaugurale, dispensée avec hauteur et méthode par le professeur Emmanuel Ouonou, était une évaluation des politiques de développement en Afrique de 1960 à nos jours. C'est une réflexion sur 60 ans de la relation entre l'Afrique et le développement et des perspectives qui s'ouvrent à l'Afrique aujourd'hui de pouvoir dépasser cette notion de développement et peut-être la prendre à notre compte, un peu comme les pays d'Asie. À ces nouveaux étudiants, aux stagiaires diplomatiques et protocolaires, des précieux conseils ont été prodigués par le directeur adjoint chargé des études pour la réussite de l'année académique 2020-2021. Les premières leçons en salle de cours seront dispensées dès ce 12 novembre 2020. And if you're just joining us, you're watching the Midday Newscast broadcast live from the production center here in Balatu. And we now talk about the non-respect of COVID-19 barrier measures in this newscast. Overloading in taxis is becoming a cause for concern, especially with the deadly coronavirus pandemic still looming around. The act, which is normally punishable by law, is today taken for granted by both drivers and passengers who defy the law and the measures put in place by the government to check the spread of the deadly virus. Gerald Nanji-Yambe went investigating this morning in Yaoundé, and here are his findings. It is Friday morning in the nation's capital city and it is business as usual. Many taxi drivers have lost sight of the sanctions that go with overloading, especially during this COVID-19 era. Overloading is a problem of indiscipline. No tax authorizes overloading in taxis. I'm not aware if there is a law for that, but I'm not involved because it is prohibited. The traffic police are not only controlling traffic, but also ensure that overloading in taxis is checked. At first, we used to overload, but ever since the outbreak of COVID-19, it has been prohibited. For the meantime, I am respecting barrier measures against the virus because it truly exists, so I don't overload my taxi. Failure to do so attracts sanctions. Sanctions ranges from 25,000 francs per passenger. If you overload 3 persons, the penalty is 75,000 francs. The aim is to ensure that the non-respect of COVID-19 preventive measures does not expose inhabitants to the disease.
And Gerald will continue telling the inhabitants of Yaoundé that COVID-19 is indeed a reality, so they should respect all the barrier measures put in place by government. And as announced earlier, today marks exactly 25 years since Cameroon became a member of the Commonwealth of Nations. To discuss Cameroon-Commonwealth relations, our guest is the Minister for Commonwealth, Felix Mbayo. He's being interviewed by Charles Ebone. Your Excellency Felix Mbayo, welcome to CRTV. Thank you very much, Mr. Ebune. This should be an exceptional year for Cameroon. 25 years on, Cameroon joined the Commonwealth back in 1995 in Auckland, New Zealand. Just remind us the circumstances by then. You look at it from two perspectives, the external and the domestic circumstances. You remember that the early 90s were defined by the whole movement towards democratization all over the world, and particularly in Africa. And internally, this some sort of affected the political process. So you had this combination of elements which then led the head of state to take a strategic decision. Hitherto, the affirmation of a bicultural and bilingual nature was much more of a passive affirmation, because the effort was to internalize that nationally. But at that time, the head of state decided then to have a more active affirmation, projecting to the world scene our bicultural and bilingual nature. That is what motivated this decision to work towards our adherence, our membership of the Commonwealth in Auckland on the 13th of November 1995. And the delegation was led by the head of state himself. Him himself. How symbolic was that? Well, he went to the Commonwealth Heads of Government meeting. He had the option to send the Prime Minister as other countries do. But by so doing, the head of state demonstrated to the world that he incarnates our national aspirations, which include our willingness to live together as a bicultural and as a bilingual country. He personifies that identity. That explains his personal decision to lead the delegation. When you look at Cameroon Commonwealth 25 years on, what do we write home about? On the political sphere, the Commonwealth has been a strategic partner in terms of us improving our governance systems. Let me take the example of the electoral process. You may wish to remember or remind the public that ELECAM, as we have it today, is a brainchild of the Commonwealth, which was preceded by ONEL 1, ONEL 2. And even as we speak, there is a constructive engagement between the Commonwealth and ELECAM to keep on strengthening, improving its processes. Beyond that, still talking about the political realm, you may wish to note to our listeners that the National Commission on Human Rights and Freedoms was also put in place with the help of the Commonwealth. One of the major elements of our judicial system in our process of harmonization is the Harmonized Criminal Procedure Code, which was put in place with the help of the Commonwealth, particularly the Commonwealth Lawyers and the Commonwealth Magistrates Association, which explains why that code has a lot of input from the habeas corpus. And I guess the concept of cross-examination today, which is used all over the country. Minister Mbayo, let us conclude the interview. When you project into the future, you look at Cameroon and Commonwealth, where are we heading to? In a world where discussions, engagements between members of the society is getting more and more adversarial, there is a need to remember one of the cardinal principles of the Commonwealth, which is tolerance and mutual understanding. Learning how to speak with each other, not at each other, not to each other. Because if you have to solve problems, because in every society there are problems, the best way to do it is through dialogue.
Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Dans la suite du journal, nous parlons de la santé de reproduction. Une campagne de lutte et de réparation des fistules obstétricales démarre le 20 novembre 2020. Opération placée sous le haut patronage de Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun. C'est dans cette perspective que le concours du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a été sollicité au cours d'une audience. Marie-Thérèse Abenandoua recevait cette semaine la représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population et le coordonnateur de la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Le reportage de Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre. Au Cameroun, on dénombre plus de 20 000 femmes porteuses de fistules obstétricales, une complication grave de l'accouchement qui les oblige à se mettre en isolement. C'est donc pour réparer ces déchirures, à la fois physiques et psychologiques, que la représentante UNFPA au Cameroun et le coordonnateur du programme national de lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile au MinSanté sont venus à la rencontre du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Monsieur le ministre nous a envoyé ici, madame le représentant et moi, sensibiliser madame le ministre et son équipe sur une activité importante qui est en train de s'organiser. La campagne va être lancée le 20 novembre 2020. Ça va se passer sous le haut patronage de notre première dame, madame Chantal Biya. Ce face-à-face était également le lieu d'appeler à la Fédération des énergies pour la guérison des malades à fistules obstétricales. Faire appel à la solidarité nationale pour que les Camerounais de bonne volonté puissent appuyer l'action du gouvernement et ses principaux partenaires, notamment UNFPA, à la prise en charge des femmes et filles victimes de la fistule obstétricale. La synergie ainsi mise en place concourt à un espoir d'éradication de ce handicap qui ne doit plus être perçu comme une fatalité. La chirurgie fait des progrès. Et le gouvernement de la République qui projette un avenir radieux pour les enfants vulnérables au Cameroun. La préoccupation était au centre des travaux de la deuxième session du colloque sur la protection sociale de l'enfance, assise en présence du ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné. Retour sur cette rencontre de Yaoundé avec Léa Moukeka. Voler au secours de ces enfants est la priorité de la Commission nationale pour la protection sociale de l'enfance. La cérémonie d'ouverture de la deuxième phase du colloque sur la protection sociale de l'enfance qui s'est tenue ce 11 novembre 2020 avait pour but de mettre en place des stratégies d'évaluation pour mener à bien cette mission. La direction de la protection sociale de l'enfance au niveau de l'organisation du ministère des Affaires sociales a deux rôles principaux. Garantir la sauvegarde de l'enfant et assurer la réadaptation sociale de l'enfant. Élaborer, mettre en œuvre des politiques, des stratégies qui visent un meilleur encadrement des enfants en détresse. Face aux violences subies par la jeune enfance, tel le massacre vécu à Kumba, les pouvoirs publics, à travers le ministère des Affaires sociales, entendent renforcer la protection des droits de l'enfant. C'est très important pour que nous ayons les contributions de tous les acteurs de la chaîne de la protection sociale de l'enfance, répondre à l'exigence de tenir la deuxième session de la Commission nationale pour la protection de l'enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée. L'application des mesures telles que prescrites au cours de ces colloques est d'un atout majeur. L'édition 2020 du Forum sur le digital en période de pandémie de la COVID-19 se tient à Kribi, région du Sud, en ce moment même. Cette manifestation scientifique mobilise les acteurs clés, les décideurs du secteur des technologies émergentes autour des thématiques précises. Pour d'autres détails sur cette actualité, nous avons en posture d'invité du journal le promoteur du Technopole Océan Innovation Center, Jacques Bonjao, répond aux questions de Freddy Melingui à Kribi. Jacques Bonjao, bonjour. Bonjour. Le deuxième forum sur le digital s'est ouvert ce matin à Kribi. En quoi cette manifestation scientifique peut-elle démontrer que les technologies émergentes sont au cœur de la transformation digitale dans notre pays? Les technologies innovantes et émergentes, comme vous dites, sont en effet au cœur de la transformation digitale à travers le monde, mais en particulier dans notre pays. Et qui plus est, en période de pandémie du Covid-19. Nous avons en notre possession un outil extraordinaire, à savoir l'innovation technologique.
qui peut permettre de régler beaucoup de problèmes contemporains, beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes dans le domaine de l'agriculture et j'en passe. Le but de ce forum, c'est de réunir tous les acteurs de la transformation digitale. Je dis bien tous les acteurs, toutes les parties prenantes, mais en particulier les jeunes. On leur donne une opportunité à ces jeunes qui ont des projets qu'ils souhaitent présenter dans le cadre de ce forum. Et il y a une compétition qui va se jouer à partir de ce matin. Nous allons sélectionner un certain nombre de projets et nous allons les encadrer jusqu'à ce qu'ils puissent porter leurs fruits. Le Technopole Ocean Innovation Center que vous avez mis en place et inauguré en 2018 a prévu quoi concrètement pour la vulgarisation des technologies émergentes dans notre pays? Le Technopole Ocean Innovation Center se décline en 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord l'incubation, ce que nous appelons le processus d'incubation. C'est-à-dire qu'à travers une compétition, comme je vous l'ai dit, nous sélectionnons les projets qui nous paraissent porteurs. Nous les encadrons jusqu'à ce qu'ils puissent permettre de créer les emplois pour les jeunes. Le deuxième volet, c'est celui de la formation. Une formation technologique, je dirais, un peu plus pointue que les formations classiques. Ça permet par exemple à ces jeunes de mieux maîtriser l'outil informatique. Et enfin, le dernier volet est celui de la consultation. Nous sommes en effet des consultants, aussi bien auprès des pouvoirs publics que du secteur privé. Jacques Bondiao, depuis le lancement officiel de vos activités il y a 3 ans, avez-vous le sentiment que le message passe? Je suis relativement satisfait de ce que je vois en termes d'engouement de la jeunesse, parce qu'elle est au cœur de notre activité. Beaucoup de jeunes, en effet, aspirent à venir au centre technologique de Kribi. Ils veulent être présents au rendez-vous de Kribi, comme on dit, un rendez-vous qui se veut annuel. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Thanks for your kind attention. We now take you over to the Southwest region. No to the brutal killings and non-respect of traditional rulers. This call was reiterated recently by the Southwest chiefs after the gruesome assassination of Chief Molinga Francis Nango by armed men. The chiefs gathered at the Southwest Chiefs Conference Secretariat not only to denounce the barbaric acts witnessed recently, but also to call for peace to reign on their land. Ethel Edimo with the details in the following report. The recent gruesome assassination of Chief Molinga Francis Nango has been condemned by Boya chiefs. Their meeting today at the Southwest Chiefs Conference Secretariat served as a platform to decry such acts. This meeting is based on the brutal killing of our colleague, Chief Nango of Rola Malale. In fact, it was a sad event that happened on that day, and it permitted us to convene this meeting and discuss on our traditional modality of burying him. We also touch a few issues which, after the burial, how we can give assistance to the wife and the children. Traditional rulers also used the platform to send across a message of consolation to the people of Liwola Malale. We have to ask the population of Liwola Malale to be patient, and that we are doing everything to see that the situation should be seriously handled by the administration, because we don't appreciate our colleagues to be killed in that manner. It is more becoming too common in Fako Division. It is worth noting that Chief Molinga Francis Nango is the second chief to be killed in Fako Division.
The population of Ngong in the North region heave a sigh of relief as a gang of thieves terrorizing inhabitants finally fall in the nets of security forces. The men of the underworld were apprehended thanks to the Adano operation led by the National Gendarmerie. Vanessa Wutnang-Snamong has the details of the operation. A feeling of freedom and a sigh of relief expressed by the people of Ngong, chief town of Chibwa subdivision of the North region, who have been rejoicing over the apprehension of their oppressors and other men of the underworld. This thanks to the crackdown operation undertaken in the Adamawa and North regions by the National Gendarmerie dubbed Adano. Encourage our population to give us the right information at the right time. They should not be afraid. They should denounce every threat they are witnessing so that the gendarmerie will do the necessary action to arrest. We thank them and encourage them to give us the right information at the right time. The security mission, going on for many months now, piloted by the National Gendarmerie in the targeted regions, has intensified the safeguarding of persons and their properties. It plans to be pursued for the objectives set by government to be attained, that of keeping the North region crime-free. Massacre des élèves à Kumba, le peuple Ndoé à Kribi dans la région du Sud, pris pour le repos des âmes des enfants disparus. Par la voix des chefs traditionnels, ils ont élevé des intentions dans l'océan. C'était au cours des deux grands offices en la cathédrale Saint-Joseph de Kribi et en la paroisse EPC de Mboamanga. Salvador Becha pour les détails. Les chefs traditionnels de l'océan, en l'occurrence ceux du peuple Ndoé, sont encore sous le choc après le massacre des enfants du Mona Francisca International bilingue de Kumba. C'est tout simplement terrible. C'est la colère, c'est l'indignation, c'est la révolte. Pour être en harmonie avec l'opinion nationale, ils ont élevé des prières à la cathédrale Saint-Joseph de Kribi et à l'église presbytérienne du Cameroun de Mboamanga. La messe nous a permis d'être en harmonie avec l'opinion nationale qui a condamné avec véhémence ce massacre. Et cette messe nous permet également d'implorer la grâce de Dieu pour le repos éternel des âmes de ses enfants. Cette situation malheureuse qui bouleverse les esprits jusqu'à présent ne doit plus se reproduire. Il va falloir que les mesures de sécurité soient renforcées afin que plus jamais nous ne connaissions pareille hécatombe. Les chefs traditionnels du peuple Ndoé, dans leur diversité, ont invité tous les Camerounais à rester unis, solidaires et toujours en prière pour que cessent à jamais ces actes terroristes. And our feature story this Friday is taking us to visit Campo in the south region of Cameroon. Created in 1961, the small town is a unique gift of nature as it offers a variety of touristic attractions found on the shores of the Atlantic Ocean. Campo attracts fishermen from all regions of the country, and the Campo Man National Park harbors a variety of plant and animal species which will leave no one indifferent. Pontianos Lawong now presents the wonders of Campo. Campo, a municipality created in 1961, situated some 64 kilometers south of the ocean divisional capital, Kribi. The small town of approximately 4,000 inhabitants is found on the shores of the Atlantic Ocean. It sits on the border between Cameroon and the Equatorial Guinea, separated from the Equato-Guinean town Rio Campo by the Ntem River, a distance of just 800 meters, a factor that favors cross-border commercial exchange. Both the Atlantic Ocean and the Ntem River have given rise to enormous fishing activity, attracting not only fishermen from all over Cameroon, but also tourists from the Central African sub-region and beyond. Another outstanding tourist attraction is the Campo Man National Park. It covers a surface area of plus 2,600 kilometers squared, an expert stock of 1,500 plant species, as well as a wide variety of animal species, amongst them 800 mammal species, 112 types of reptiles, and 302 bird species. These, coupled with the presence of the indigenous forest people, the Bageli Pygmies, with their unique way of life, continue to attract thousands of tourists to Campo.
Desperate Football House, 6 mois dans l'enfer de la FECAFOOT. C'est le titre du livre de Jean Lambernan, publié en 2008. 12 ans après, les universitaires font le décryptage de l'ouvrage dans le cadre d'un café d'auteurs initié par le Centre d'études et de recherche en droit, économie et politique du sport. Dr Richard Macon et Dr Ghislain Bombela, tous membres du CERDEP, ont fait l'analyse critique de l'œuvre à travers 2 notes de lecture conduites par le professeur Sabine Benda. C'était ce jeudi 12 novembre 2020 dans la salle des actes de l'Université de Yaoundé 2 à Soa. Le compte rendu de notre reporter Joseph Gouet à Manding. Un titre ensanglanté sur un fond noir avec un logo FECAFOOT frappé d'une tête de mort. Des signes et symboles qui traduisent l'amertume de l'enceinte dans laquelle l'auteur a vécu 6 mois durant. Desperate Football House, le livre de Jean Lambernan, est un témoignage. La note de lecture des universitaires fait savoir aux lecteurs que les écrits de l'ancien journaliste accusent des hommes et des institutions dans leur gouvernance. La FECAFOOT, comparable à un enfer sur terre, est l'incarnation même du délit et du faux. Le café d'auteur du CERDEPS est un tremplin pour la compréhension de l'ouvrage. La problématique de l'ouvrage nous semble intemporelle. Ce d'autant plus que ces derniers temps, vous savez très bien tout le contentieux et les tensions qu'il y a eu entre les différentes structures. Œuvre de 425 pages, éditée par Interpresse en 2008, Desperate Football House n'a pris aucune ride dans son contenu. Bien au contraire. C'est le prétexte des querelles byzantines entre la FECAFOOT, la Ligue, le TAS et le ministère qui redonne de la valeur à ce livre pour témoigner de ce que tout ce qui est écrit n'a pas changé d'un iota. Fascinant, captivant et intriguant en même temps, le livre de Jean Lambernan démontre à suffire qu'il n'y aura jamais de la tranquillité à la FECAFOOT, puisque c'est l'argent qui est le fondement de toutes ces dérives. A captivating title indeed, but we all cross our fingers that someday there will definitely reign peace at the FECAFOOT. Dudu Nicole, it's with that report we draw the curtains on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Bon début de week-end, Diane Gassa. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.